Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs les plus sombres et les plus humides du multivers, là où vos pensées ne vous appartiennent plus. Donc on va parler des flageoleurs mentaux, ou illitides pour les intimes, ces maîtres, dis-je, de la psionique, dévoreurs de cerveau, architectes d'un empire oublié. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va explorer leur histoire, comprendre comment ils sont devenus une icône dans la culture pop, donc des romans jusqu'aux jeux vidéo, et surtout comment vous pouvez les intégrer efficacement dans vos parties de Donjons Dragons, que ce soit comme horreur psychologique, manipulateur de l'ombre ou boss final interplanaire. L'histoire des flageoleurs mentaux, ou illitides, est un gouffre insondable, une faille dans le tissu du temps et de la réalité. Donc, peu de savants osent s'aventurer dans la traque de leur passé, car ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement mortel. D'après les traditions occultes, les plus anciennes inscriptions psioniques et les murmures arrachés à des esprits déments, les illitides ne sont pas originaires de ce monde, ni même de cette époque. Ils viennent d'un futur inimaginable, oui, lointain, au-delà de la fin de l'univers connu. Une ère où la matière elle-même se fige, où l'entropie règne en tirant sur des galaxies mortes. Donc, dans ce futur, les illitides bâtissent un empire psionique galactique, une civilisation infinie fondée non pas sur la magie, mais sur la domination mentale pure, la science de l'esprit poussée à son paroxysme. Les flageoleurs traversent les étoiles à bord de vaisseaux vivants, donc les nautiloïdes, pliant les lois du cosmos par la seule force de leur volonté. Leur empire englobe des myriades de mondes dont les habitants, réduits à l'esclavage mental, sont transformés en instruments biologiques, en incubateurs de tétards, en bétail à cerveau. Mais cette suprématie-là n'a pas duré éternellement. Il fut un temps où le peuple Gith n'avait pas de nom. Ils étaient des millions. Des esclaves, des corps vides, des coquilles pleines de peur et de douleur, des outils mentaux au service des flageoleurs. Leur esprit ne leur appartenait plus. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque rêve était une offrande à leur maître. Leur volonté était consumée, leur identité était effacée. Ils n'existaient que par le regard des illitides. Donc pendant des générations, ils ont servi. Leur cerveau devenait le combustible du grand esprit, leur vie était des briques muettes de l'empire illitide. Certains sont transformés, d'autres étaient sacrifiés. C'est de cette faille-là qu'est née Gith. Donc, nul ne sait d'où elle vient. C'est une prêtresse selon certains, une esclave sans nom selon d'autres. Quelques-uns affirment qu'elle vit encore, éternelle dans un plan de guerre, brûlant de haine pure. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est la première à penser contre le cerveau. La première à résister au champ psionique, à rejeter l'appel collectif, à prononcer les mots interdits « je suis ». Donc elle rallie les autres, un à un, d'abord dans le silence, puis dans les rêves, puis dans le sang. Elle enseigne aux esclaves à fermer leur esprit, à ériger des murailles mentales contre l'intrusion illitide. Elle fonde une école de guerre mentale, un art de résistance intérieure. Et lorsque le moment est venu, elle mène la grande rébellion. Donc, du point de vue des flageoleurs mentaux, la chute ne vient pas avec des cris. Elle vient avec le silence, une absence de pensée, une rupture imperceptible dans la toile mentale, une vibration discordante dans le champ collectif. Pour les illitides, c'est le premier véritable inconnu depuis des éons, une anomalie, une défaillance dans la structure de la soumission. Les esclaves n'obéissent plus par anticipation. Leur regard, jadis vide et docile, résiste au sonde mental. Les larves meurent dans les crânes, rejetés par les esprits en éveil. Les flageoleurs sont d'abord curieux, puis inquiets, une pensée indépendante, une idée virale. Donc, ils envoient les utilitarides, oui, les exécuteurs. Pas de parole, pas d'émotion, seulement l'annihilation. Mais la pensée s'est déjà propagée. Les murs mentaux tiennent. Les esprits répondent plus à l'appel. Ce fut un massacre. Le sang des flageoleurs coule pour la première fois depuis des millénaires. Les tétards sont piétinés, les cerveaux ancestraux sont profanés, les nautiloïdes capturés et retournés contre leur propre colonie. Des milliers de Gith périssent, mais des millions se libèrent. L'empire illitide, qui règne sur les plans entiers, s'effondre en un siècle. Ce fut la fin de leur domination absolue.
Donc, par des moyens obscurs, mêlant rituels psioniques et distorsions quantiques, les flagelleurs mentaux fuient vers le passé, s'écrasant dans un univers jeune, malléable, encore vierge de leur influence. Mais ce voyage-là, c'est un cataclysme. Leur technologie résiste pas entièrement au choc. Leurs machines se brisent, leurs colonies sont éparpillées dans le multivers. Désormais, prisonniers d'un monde qui ne comprend pas leur science, ils se reconstruisent lentement, dissimulés dans les profondeurs de l'Underdark. Donc, c'est ainsi que naissent les colonies élitides de l'Outre-Terre, vestiges déchus d'un empire oublié. Là, dans les ténèbres, les flagelleurs mentaux établissent les cerveaux ancestraux, formés des cerveaux de leurs morts, immergés dans des queues vivantes. Ces entités, concentrées d'intelligence et de mémoire, deviennent le cœur de chaque nouvelle colonie, régulant pensée, stratégie et expansion. Mais la victoire des Gith porte en elle une malédiction, parce que tous ne rêvent pas du même avenir. Gith, marquée par la guerre, rejette toute faiblesse. Elle veut une race de conquérants indomptables, à jamais en guerre contre les flagelleurs mentaux et tous ceux qui leur ressemblent. Elle rêve d'un empire de feu et de lames forgé dans le sang, alimenté par la haine. Mais d'autres, menés par Zertimion, voient dans la liberté une chance de renaître autrement. Ils rejettent la tyrannie mentale des Élitides, mais celle aussi de Gith. Ils choisissent donc la discipline, la méditation, le refuge dans le chaos pour bâtir une civilisation intérieure. Donc ce schisme-là déchire leur peuple. Les partisans de Gith deviennent les Githyanki, conquérants, fiers, brutaux, chevauchant des dragons rouges dans l'astral, vivant sur les ruines d'un empire qu'ils haïssent autant qu'ils le vénèrent. Les partisans de Zertimon, deviennent des Githzerai, donc ascétiques, silencieux, vivant dans les monastères flottants dans les plans des limbes, obsédés par le contrôle de soi et la pureté mentale. Donc, c'est ainsi que la race libérée s'est divisée. Ce qui devait être une victoire finale ne devient qu'un départ vers deux guerres éternelles, une contre les flagelleurs, l'autre contre eux-mêmes. Donc aujourd'hui encore, les Githyanki pourchassent les Illitides à travers les plans, exterminant leurs colonies, brûlant leurs bassins. Les Githzerai, eux, les traquent aussi, mais en silence, préférant les frapper à la racine mentale, purger les esprits, éradiquer les tétards avant qu'ils ne naissent. Mais aucun des deux peuples ne s'est débarrassé vraiment de l'ombre illitide, parce que dans chaque Gith subsiste la marque génétique de leurs anciens maîtres, un vestige d'asservissement. Un souvenir de soumission si profond qu'ils palpitent encore dans leurs rêves. Mais les Illitides, pour leur part, n'abandonneront jamais leur rêve de domination totale. Si l'univers les a rejetés, ils le plieront à nouveau. Chaque sérémorphose, chaque cerveau absorbé, chaque esclave mental ramené rapproche leur civilisation de sa renaissance. La sérémorphose, c'est la clé. C'est par elle que s'ouvrent les portes de l'illumination illitide et par elle que meurt toute forme d'humanité dans la victime. Là où d'autres espèces voient l'évolution comme un progrès naturel ou technomagique, les flagelleurs mentaux l'ont réduit à une alchimie biologique de l'abomination. Donc tout commence dans les bassins de reproduction. Dans une colonie illitide, des milliers de tétards frémissent dans un liquide chaud et nutritif. Donc le choix du tétard est assez arbitraire. Le choix de l'hôte, lui, ne l'est jamais. Seules les créatures humanoïdes dotées d'un cerveau développé peuvent accueillir la transformation. On parle d'humains, d'elfes, de nains, d'orques, de tieflings, donc c'est tous de la chair utilisable. Seuls les humanoïdes pesant entre 130 et 270 livres et mesurant entre 5 pieds 4 et 6 pieds 2, donc 1,6 à 1,9 mètres, sont considérés comme acceptables. Les créatures en dehors de cette plage provoquent une évolution du tétard soit trop rapide, soit trop lente, ce qui entraîne dans les deux cas la mort de l'hôte et du tétard. Certaines créatures sont toujours considérées comme inacceptables pour la sérémorphose. Ça inclut les centaures, les déros, les duergars, les nains, les géants, les afflins, les kuotoa. Donc, toute tentative de sérémorphose sur une de ces espèces-là aboutit invariablement à la mort de l'hôte et du tétard. La plupart des espèces non mammifères sont également jugées incompatibles par principe. Bien que les gnomes sont eux aussi normalement considérés comme des candidats inacceptables à la sérémorphose, c'est possible de tordre le processus afin de produire une sérémorphe viable, mais le taux de réussite est plutôt faible. Comme la plage de taille et de poids, c'est des facteurs dans le fond plus déterminants que l'espèce elle-même dans le succès de la sérémorphose, d'autres espèces respectant ces critères peuvent théoriquement être compatibles. C'est pourquoi les flagelleurs mentaux mènent constamment des expériences sur de nouvelles créatures.
Dans les différentes éditions du jeu, d'ailleurs, on voit aussi différents monstres créés à partir de la transformation d'autres créatures, comme les Beholders qui deviennent des Mind Witness, les Lizard Folk qui deviennent des Tsakandi, ou des dragons qui deviennent les Brain Stealer Dragons. Donc, la procédure est d'une précision chirurgicale. Le tétard est extrait du bassin, encore frémissant, et est introduit par la narine ou l'orbite de l'hôte. Il rampe lentement jusqu'au cerveau, qu'il commence à ronger avec méthode, se liant aux nerfs, mimant les influx électriques, supprimant les réflexes. L'esprit de la victime est dissous lentement, absorbé par ses souvenirs, et ses souvenirs, parfois filtrés dans le futur flagelleur. Donc, pendant plusieurs jours, le corps se transforme. Les os craquent, la peau pâlit, devient visqueuse. La bouche se referme, remplacée par un orifice de tentacules. Le système digestif cesse de fonctionner. Le nouveau-né va avoir besoin en fait que de cerveau. Et alors naît un nouvel Illithide. Mais c'est pas encore un citoyen. Son esprit est confus, affamé, fragmenté. C'est le cerveau ancestral qui l'appelle, qu'il tisse dans la toile collective, qui lui transmet les souvenirs fondamentaux, les pensées communes, l'histoire de leur espèce. Il devient une cellule pensante d'un organisme qui est supérieur. Mais la sérémorphose est pas toujours parfaite. Parfois, le tétard échoue à prendre le contrôle de l'autre. Parfois, l'esprit de la victime résiste, se défend, refuse de mourir. Et puis, il y a les erreurs majeures. Quand un tétard n'est pas implanté, ou qui est abandonné dans les bassins. Donc, ces larves continuent de croître, de muter, se nourrissent des autres tétards jusqu'à devenir des monstres immenses. Donc, des néotéloïdes, des serpents psioniques colossaux affamés de toute conscience. Donc, il n'existe aucun retour possible de la sérémorphose. Ce qui est né illithide ne peut être défait, même si le corps est détruit. L'empreinte mentale demeure dans la cuve du cerveau ancestral, prête à renaître dans un autre hôte, dans un autre monde. Le corps d'un flagelleur mental constitue en réalité une parodie plutôt grotesque de la forme humanoïde. Donc la chair de l'illithide est douce, souple, humide et caoutchouteuse, ce qui lui confère une texture immédiatement reconnaissable pour quiconque y est familier. Leur peau varie du mauve au violet verdâtre. Les flagelleurs mentaux en bonne santé, grâce à un régime riche en cerveau, extraite, en tout cas, un mince film de mucus visqueux et luisant qui retient l'humidité et dégage une faible odeur rappelant l'oignon, l'ail, voire la vanille, bien que cette odeur soit imperceptible à distance. Leur sang est d'un blanc argenté. La tête d'un illithide, bombée, nervurée et allongée, évoque celle d'une pieuvre avec une grappe de 4 tentacules flexibles, non segmentés, extensibles et d'un violet noirâtre entourant leur bouche. Les tentacules mesurent entre 60 cm et 120 cm en fait, de long, mais paraissent plus courts lorsque l'illithide est au repos. Donc, les tentacules se tortillent et ondulent presque constamment de manière inconsciente lorsque le flagelleur mental réfléchit ou ne les utilise pas et se contractent avec anticipation lorsque des êtres sensibles s'approchent. Ces tentacules sont également extrêmement agiles, puissants et peuvent être contrôlés entièrement par l'illithide pour accomplir aussi bien des tâches délicates que des actes de force. Dans de nombreuses descriptions et diagrammes apocryphes, les flagelleurs mentaux sont représentés avec une bouche en forme de bec, sans doute en raison de leur tête évoquant une pieuvre. En réalité, la bouche d'un illithide ressemble davantage à celle d'un lamproie, avec un orifice circulaire sans mâchoire entouré de plusieurs rangées de petites dents râpeuses. Donc, les tentacules pendent au-dessus et autour de la bouche, d'où s'échappe constamment un mucus huileux. Les illithides ne possèdent pas d'oreilles externes, mais présentent à la place de petits trous charnus et nervurés sur les côtés de la tête, et ils n'ont pas non plus de narines. Leurs yeux, arbitrés quand même sous des arcades sourcilières, sont uniformément pâles et dépourvus de pupilles. Donc, ils sont gonflés, sans traits distinctifs, semblables à ceux des poissons aveugles vivant dans les grottes. Les mains des illithides sont longues, fines et dépourvues d'index, mais ressemblent par ailleurs à celles des créatures humanoïdes normales. Leurs doigts restant dans le fond, à part l'index, et le pouce opposable sont de couleur rouge à mauve et leurs ongles, bien que épais et noirs, sont émoussés, faits de cartilage mou, comme nous, et donc un peu efficaces comme arme. Leurs pieds sont palmés et ne comportent que 2 orteils, eux aussi munis d'ongles et capables de s'écarter largement, ce qui facilite la nage.
Les flageoleurs mentaux possèdent des modes de pensée totalement étrangers et poursuivent des objectifs aussi énigmatiques qu'insondables. Ils se perçoivent comme des maîtres d'esprit modelant les autres pour servir leurs desseins sinistres et de grande envergure. Bien que certains individus puissent faire preuve d'une remarquable diversité mentale, la majorité partagent des croyances et des principes communs. Les illitides sont d'un égocentrisme démesuré. Ce sont des tyrans mus par une ambition sans borne et gouvernés intrinsèquement par un sentiment écrasant d'importance personnelle. Donc, ils visent rien de moins que la domination du monde, persuadés que leur destinée est d'exercer leur emprise sur l'univers. Leur ultime aspiration consiste en une domination totale de tous les plans d'existence, avec le pouvoir de remodeler la réalité et tout ce qu'elle contient selon leurs desseins étrangers. Cependant, les flageoleurs mentaux ne se considèrent pas comme des monstres horrifiants. Dans leur esprit à eux, ce sont les agents de l'ordre, donc des forces de la loi chargées de dompter un univers chaotique et livré à lui-même. Ils voient les races qui peuplent cet univers comme de simples trolls potentiels, des êtres abandonnés à des existences sans but, œuvrant sans direction. Dans ce rôle de gardien du multivers, les flageoleurs mentaux s'emploient continuellement à ce qu'ils estiment être l'amélioration du cosmos, imposant leur domination ultime pour restaurer un ordre que seule leur espèce supérieure peut accorder à l'ensemble de l'existence. Les flageoleurs mentaux croient profondément en leur destinée et considèrent que soumettre le multivers est une tâche d'une importance capitale. Il explique ce point de vue à quiconque ose le remettre en question en s'appuyant sur des faits biologiques. Donc, ils trônent au sommet de la chaîne alimentaire et tous les autres êtres leur sont naturellement inférieurs. Bien qu'ils reconnaissent que certaines créatures résistent à leur domination, ils interprètent ça comme une conséquence naturelle de l'état actuel de la réalité, peuplé de trolls inconscients qui ne savent tout simplement pas mieux que lutter contre leur maître légitime. Les illitides doivent dominer non seulement pour atteindre leur objectif, mais aussi pour satisfaire certains de leurs besoins fondamentaux. Sans esprit à contrôler, un flageoleur mental se sent incomplet. Il entretient une relation intime avec ces trolls souffrant de leur perte, qu'elle soit due à la maladie, au temps ou à la violence, et peut sombrer même dans la folie s'ils restent trop longtemps sans leur présence constante. Donc les illitides sont connus pour suspendre leurs ambitions juste pour recruter de nouveaux serviteurs, et chaque illitide possède au moins un serviteur personnel. Lorsqu'ils en trouvent un qu'ils apprécient particulièrement, ils vont éviter de le dévorer, même dans des accès de faim ou de colère, et peuvent aller jusqu'à lui offrir des babioles, comme ça, pour l'occuper lorsqu'il ne travaille pas. Donc, bien que tous les illitides aspirent à la domination de leur race, chacun demeure un être incroyablement intelligent, doté de pensées propres et de visions différentes sur la manière d'y parvenir. Certains travaillent par la force militaire, levant de vastes armées de serviteurs pour conquérir le monde, tandis que d'autres préfèrent employer leur pouvoir psionique pour créer de puissants objets magiques au service de leur quête. En dépit de leur obsession pour l'ordre, les flageoleurs mentaux font preuve d'un esprit profondément compétitif et individualiste, au point où ils semblent parfois réticents à travailler en équipe. Cependant, si cette réalité est courante, elle renforce en réalité l'ensemble du groupe. Chaque flageoleur mental comprend que pour contribuer à l'intelligence collective, chaque membre de la communauté doit acquérir autant de savoir et d'expérience que possible. Lorsqu'un individu échoue, la communauté met temporairement de côté ses ambitions personnelles pour servir un bien supérieur. Le désir naturel de compétition des flageoleurs mentaux, combiné à leur intelligence exceptionnelle, fait d'eux des êtres d'une grande ingéniosité, capables de concevoir des solutions uniques à leurs problèmes. Donc, ils utilisent la psionique, l'alchimie, la magie, la technologie ordinaire ou une combinaison de ces disciplines-là. Ils se révèlent être des créatures d'une créativité et d'une ruse immense, sans cesse poussés à atteindre de nouveaux sommets de réussite individuelle. La plupart des illitides comprennent que le savoir équivaut au pouvoir. Donc, ils fondent leur existence sur d'immenses volumes d'informations partagées et cherchent donc à élargir leurs connaissances dans tous les domaines. Ils emploient des méthodes variées pour obtenir ces informations, prenant toujours soin de sourcer, de les vérifier et de les recouper, parce qu'ils savent mieux que quiconque à quel point la perception et l'interprétation personnelle peuvent déformer la vérité. Dans leur soif de pouvoir et de savoir, les illitides négocient, collectent, interrogent, espionnent, volent et pillent.
Ils obtiennent leurs renseignements dans les cryptes abandonnées, les réserves d'ennemis, les esprits de captifs, le discours de marchands itinérants ou encore les paroles de pions inconscients. Par ces moyens, ils rassemblent les secrets arcaniques, des savoirs oubliés, des nouvelles récentes, des découvertes surnaturelles et des objets de pouvoir. Chaque élitide accorde une valeur différente aux diverses formes d'information. Certains vont estimer qu'on ne peut rien apprendre de créatures inférieures, tandis que d'autres considèrent que toute information est précieuse. Dans l'ensemble, les élitides sont des créatures froides et calculatrices, rarement égalées en cruauté et foncièrement maléfiques. Ils infligent la douleur à leurs captifs uniquement pour leur propre amusement et forcent d'autres êtres à participer à divers jeux de gladiateurs. Lorsqu'un flagelleur mental traite un membre d'une autre espèce comme un égal, il s'agit presque toujours d'une feinte, d'une amitié simulée à des fins personnelles. Ils peuvent adopter un comportement respectueux, mais jamais soumis, si ça leur est utile, mais chacun sait de manière instinctive que l'autre partie serait bien mieux utilisée comme serviteur, au mieux, ou comme repas, au pire. Et bien souvent, au moment même où une alliance se forme, ils ont déjà décidé de comment et quand trahir leur nouveau partenaire. Un facteur majeur qui freine les flagelleurs mentaux dans leur quête de domination mondiale réside dans leur propre nature égoïste. Peu d'élitides considèrent quoi que ce soit, cause ou allié, comme digne de mourir. Donc, ils évitent presque toujours de mettre leur propre vie en danger. Chaque élitide estime que sa propre existence est d'une valeur inestimable et le moindre revers peut souffrir à repousser, voire fuir, mû par un profond instinct de préservation. Malgré tous les désirs et penchants intrinsèques qui rendent ça presque impossible, ne serait-ce qu'à cause de leurs besoins alimentaires, il demeure possible pour un flagelleur mental de s'éloigner du mal. La plupart sont simplement incapables d'actes véritablement bons, mais il arrive à de rares occasions qu'un individu exceptionnel parvienne à changer de voie et devienne moralement neutre, voire bon dans des cas extrêmes. Certains en viennent même à remettre en question la nécessité de dominer les faibles et de se nourrir de cerveau. Toutefois, dans une communauté, ceux qui rejettent le principe fondamental de domination sont rapidement éliminés et mis à mort s'ils sont découverts. Malgré leur absence de capacité physique impressionnante, les flagelleurs mentaux inspirent la peur à toutes les créatures de l'outre-terre, grâce à leur immense puissance mentale. En plus de l'éventail restreint de sorts affectant l'esprit que chaque élitide possède pour prendre le contrôle de ses proies, ils utilisent fréquemment une puissante décharge mentale capable de frapper un grand nombre d'ennemis. Donc, cette décharge-là, mentale, prend la forme d'un cône de 18 mètres, donc 60 pieds, qui étourdit toutes les créatures prises dans son rayon. Donc, leurs nombreux pouvoirs psioniques leur permettent de léviter à volonté, de détecter les pensées des créatures proches et de dominer ou de charmer toute créature se trouvant à proximité. Certains témoignages rapportent même des flagelleurs mentaux capables de contrôler d'autres êtres simplement par la force de suggestion. Donc, ils sont également capables de se téléporter vers d'autres plans d'existence grâce à une faculté de changement de plan. Certains élitides se consacrent à l'étude et au perfectionnement de leurs talents innés. Connus sous le nom de Psion élitides, ou les élitides psioniques, ils accomplissent des prouesses psioniques encore plus extraordinaires, notamment grâce à des capacités télékinétiques comparables à main de mage ou télékinésie. Donc, des pouvoirs de contrôle mental comme charme personne, commande, sanctuaire, peur, illusion fantasmée ou d'autres sorts du genre. Ainsi que ils ont aussi des capacités de divination comme guidance, viser juste, voir l'invisible, clairvoyance, divination. En combat, un flagelleur mental commence généralement par utiliser sa décharge mentale pour étourdir quelques ennemis, puis il traîne ses victimes à l'écart pour se nourrir. Une fois que la proie est en sa possession, il fixe toutes ses tentacules sur la tête de cette dernière. Ensuite, le flagelleur mental aspire le cerveau, tuant instantanément la créature, du moins si elle ne possède qu'une seule tête. Un flagelleur mental isolé est un phénomène rare. En général, il est accompagné de 2 esclaves ou plus, mentalement liés à lui. Donc, les espèces typiquement réduites en esclavage par les élitides incluent les Grimlocks, les ogres, les quaggoths, les troglodytes aussi. Ces espèces partagent une caractéristique, elles ne sont généralement pas considérées comme comestibles par les élitides. Les communautés de flagelleurs mentaux, également appelées les colonies, comptent généralement entre 200 et 2000 individus, uniquement en ce qui concerne les élitides eux-mêmes.
Chaque flagelleur mental possède au moins 2 esclaves à son service et le nombre total, donc, de thralls dépasse souvent largement celui des maîtres. Les colonies fonctionnent comme une espèce d'esprit ruche unique, dirigé par un cerveau central, une entité singulière qui exerce son contrôle télépathique simultanément sur tous les flagelleurs mentaux situés dans un rayon de 8 km. Le cerveau central constitue le cœur de la communauté. Il repose dans un bassin rempli de fluide saumâtre et composé de tous les cerveaux des Illithides morts dans la colonie. Donc, il sert de centre de communication, relayant les informations d'un Illithide à l'ensemble de la colonie, stockant tout le savoir collectif et émettant des ordres à chacun. Le niveau d'organisation et de contrôle qu'exerce le cerveau central est tel qu'il est plus juste de considérer une colonie de flagelleurs mentaux comme une seule entité consciente, le cerveau central lui-même. Lorsqu'un flagelleur mental reste trop longtemps hors de portée de son cerveau central, il peut retrouver, son libre arbitre. Donc, ces Illithides-là, renégats, peuvent alors fonder leur propre colonie ou s'affranchir carrément de l'arrogante suprématie du cerveau central, cherchant à coopérer avec d'autres espèces. Toutefois, cette personnalité retrouvée et toute alliance qui aurait pu conclure disparaissent aussitôt qu'ils retombent sous le contrôle télépathique d'un cerveau central. Un autre élément mythique des flagelleurs mentaux, c'est leur vaisseau. Donc, ce sont des nautiloïdes, croisements profanes entre technologie biologique et architecture psychique. Leurs coques ont la forme d'une énorme coquille spiralée, rappelant celle d'un nautile, prolongée par un long bec segmenté et des tentacules mouvantes, capables de saisir, de briser et de manipuler. Donc, ces vaisseaux sont vivants. Le nautiloïde n'est pas une machine dans le sens classique. C'est une entité semi-organique, partiellement consciente, symbiotique avec son équipage. Son exosquelette est renforcé par une chitine psychoréactive, résistante aux armes conventionnelles et à la magie. À l'intérieur, il n'y a ni salle mécanique, ni moteur. Donc, il y a des couloirs faits de veines et de membranes, des salles battantes comme des cœurs, des nœuds nerveux où l'équipage se connecte pour diriger le vaisseau par la pensée. Les murs semblent écouter, les sols pulsent au rythme du cerveau. Son mouvement est entièrement gouverné par un esprit relié au cerveau central de la colonie. Le navigateur illithide, en transe, fusionne avec le cœur du vaisseau et lui transmet ses volontés. Plus le pilote est puissant, plus le vaisseau est agile, capable de manœuvres impossibles, de distorsions mentales, voire de plis dimensionnels. Mais le nautiloïde n'est pas qu'un seul moyen de transport. C'est carrément une arme. Donc, il transporte des bassins de tétard, des unités de séromorphose mobiles, des chambres d'implantation. Lorsqu'il atterrit sur un monde, il l'infeste, le corrompt, le colonise. Les aventuriers qui osent s'aventurer dans une colonie illithide peuvent trouver bien plus que de l'or et des armes. Donc, ils vont tomber sur des objets vivants liés à l'esprit, au souvenir ou à la corruption de l'ego. Il est possible de créer des objets magiques pour vos parties, basés sur le mythos des illithides. Par exemple, on peut voir le cristal d'écho qui permet d'enregistrer un souvenir et de le rejouer dans l'esprit d'une autre créature pour l'affaiblir, la troubler ou lui révéler une vérité. On pourrait avoir un cône mental amplifié qui réplique une décharge psionique illithide en combat, brisant les volontés les plus solides. On pourrait avoir un tétard stabilisé, un artefact vivant qui peut conférer au porteur un fragment du pouvoir illithide, mais à un coût, le risque de voir sa conscience envahie par une autre. Enfin, on pourrait avoir la symbiose cérébrale, qui est une créature parasite qui augmente les capacités mentales, mais qui peut prendre le contrôle à tout moment de votre esprit. Donc, pour les Patreons de Coups Critiques, vous allez trouver un document comprenant plusieurs objets magiques à intégrer à vos parties, au risque et péril de vos joueurs, le tout inspiré des illithides. Les flagelleurs mentaux ont marqué de leur empreinte tordue non seulement les manuels de Donjons Dragons, mais aussi une multitude de romans et de jeux vidéo où ils sont présentés comme des antagonistes obsédants, symboles de la perte de soi, de l'esclavage mental et de l'intelligence devenue prédation. Un des romans les plus connus où ils apparaissent, c'est Exil de R.A. Salvatore, donc deuxième tome de la trilogie de l'Elfe Noir. Donc, dans ce livre, Drizzt, Urden, errant dans l'Outre-Terre, croise le flagelleur mental Mithil el Widenvelp qui sert de conseiller à une matriarche
élithophiles, ou du moins fascinés par leur pouvoir. Donc, Métil n'est pas qu'un simple monstre. Il incarne le raffinement et la patience de son espèce. Il manipule les drôles, il susurre à l'oreille des puissants et il agit toujours dans l'ombre avec cette froideur typique des Illithides. Donc, c'est un exemple parfait de la manière dont les flagelleurs ne s'opposent pas frontalement aux héros. Ils infiltrent, ils influencent, ils effacent l'identité des autres au profit de leur dessein. Un autre roman remarquable, c'est Stardeep, encore une fois de Bruce R. Cordell, dans lequel un artefact mental ancien tombe en de mauvaises mains et où des Illithides rôdent en arrière-plan, cherchant à récupérer une technologie psionique perdue. Donc, leur présence est ici presque archétypale. Les ombres anciennes des héritiers d'un empire perdu, toujours prêts à replanter la graine de la sérémorphose dans l'esprit des mortels. Le roman, bien que centré sur d'autres factions, leur accorde une place ambiguë et presque mystique. Les Illithides jouent également un rôle important dans certains romans liés à Planescape et Spelljammer, notamment dans The Blood Wars Trilogy ou Into the Void. Dans ces ouvrages-là, les flagelleurs mentaux sont intégrés dans la dynamique politique des plans, où leur présence ne fait qu'amplifier la sensation de cosmologie torturée. Donc, ils apparaissent parfois comme marchands d'informations interdites, parfois comme sorciers du rêve manipulant des flux mentaux entre dimensions. Leur lien avec les nautiloïdes est plus mis de l'avant dans ces récits-là, notamment via les scènes de voyage astral et de colonisation mentale de mondes entiers. Enfin, certains romans, bien que non centrés sur les Illithides, bénéficient de leur présence comme des ombres menaçantes. Dans plusieurs tomes de la série Forgotten Realms, War of the Spider Queen, les Illithides apparaissent dans l'Outre-Terre comme des entités à éviter à tout prix, ou comme des alliés inquiétants capables d'aider un protagoniste tout en semant la graine de sa destruction. À travers tous ces romans-là, les Illithides ne sont jamais banals. Ils sont pas juste des créatures puissantes. Ils représentent l'antithèse du héros libre. Là où le protagoniste cherche à affirmer son identité, le flagelleur mental, lui, cherche à l'effacer, la plier, la redéfinir selon une logique collective. Donc, c'est cette tension-là entre l'individualité du héros et la domination totale qui fait d'eux des adversaires littéraires quand même fascinants. Mais c'est sans doute dans le jeu vidéo que les flagelleurs mentaux ont atteint leur statut d'icône pour les non-initiés. Les plus marquants, c'est sans conteste dans Baldur's Gate 3, développé par Larian Studios qu'on les voit. Donc, dès l'ouverture du jeu, le joueur est capturé à bord d'un nautiloïde, c'est pas un spoiler, c'est le début du jeu, un vaisseau vivant des Illithides et infecté par un tétard. Donc, le processus de sérémorphose est lancé. Ce point de départ-là place le joueur dans une tension constante entre le risque de perte de soi et la tentation du pouvoir, parce que le parasite accorde aussi des capacités psioniques redoutables. Les flagelleurs mentaux ne sont pas seulement des ennemis, ils sont une force intérieure, un destin en suspens que le joueur peut soit combattre, soit embrasser. Le jeu tisse ainsi un récit profondément personnel autour de la transformation, du contrôle mental, la lutte contre sa propre monstruosité. Les Illithides étaient déjà présents dans Baldur's Gate 2, Shadow of Amn, où le joueur peut visiter une colonie Illithide souterraine. Donc, cette séquence-là est restée célèbre pour son ambiance étouffante, ses combats brutaux contre des créatures qui sapent la volonté même du personnage. Ils apparaissent aussi dans Neverwinter Nights, Icewind Dale et Planescape Torment, où leur rôle est souvent ambigu, parfois même allié dans certaines circonstances, mais toujours inquiétante. Au-delà de Donjons Dragons, leur influence s'étend jusque dans des œuvres comme par exemple Mass Effect, où les récolteurs et les moissonneurs partagent de nombreux traits avec les Illithides. On parle de créatures anciennes, contrôlant les esprits, et dans des plans cosmiques. De même, certains ennemis de Dark Souls ou de Bloodborne, aux tentacules psychiques et à la folie cosmique, semblent être des échos de l'esthétique du concept des Illithides. Ainsi, les flagelleurs mentaux traversent des formats comme ils traversent les esprits, toujours à la frontière entre la science-fiction, l'horreur lovecraftienne et le fantasy noir. Donc voilà, aventuriers et maîtres de jeu, on a effleuré quand même bien juste, malgré tout, la surface glissante et visqueuse du monde des flagelleurs mentaux. Des esclavagistes psioniques venus d'un futur brisé, des maîtres de la sérémorphose, des entités qui font la pensée une âme. Donc, les Illithides ne sont pas de simples monstres, ils sont un outil narratif quand même redoutable pour créer du mystère, de la tension et du drame psychologique à la table. Que vous souhaitiez les mettre en scène dans une colonie cachée dans l'Underdark, dans un vaisseau nautiloïde perdu dans l'astral ou comme ennemi intime de votre joueur, ils laisseront toujours une empreinte mentale durable.
Donc, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de partager vos idées, surtout en commentaire, vos idées de scénarios qui impliquent des illitides, de partager ce que vous avez déjà vécu avec eux, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Donc, parlons-en. Et si vous avez des idées pour d'autres créatures de Donjons Dragons, que vous aimeriez connaître l'histoire, le lore qui n'est plus écrit dans les manuels les plus récents, ben écrivez-les aussi en commentaire. Si les Beholders, si les Bullywugs, si les... peu importe la créature vous intéresse, ben écrivez-moi, ça va m'aider à me guider dans mes prochaines vidéos. Donc sur ce, ben je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine!